Bonjour, bonjour. On va attaquer tout de suite. Je suis prêt pour les questions. La première question, c'est par rapport à ce qu'est un bon goulot et un mauvais goulot. Donc, si le contrôle qualité est un mauvais goulot, qu'est-ce qu'un bon goulot? Moi, c'est ma version. Il n'y a pas de consensus sur ce point à travers la théorie des contraintes. Donc, ma définition du bon goulot ou du moins mauvais goulot, moins mauvaise contrainte, c'est la ressource qui coûterait le plus de temps et ou d'argent à transformer en non-goulot. Ok? Ça fait un peu long, mais je voulais que les mots soient précis. C'est pas loin d'être la machine la plus chère, mais ça peut aussi être les personnes qui prendront le plus de temps à être formées. Une des raisons là où ça reboucle avec ce qu'on vient de dire aujourd'hui sur le contrôle non destructif, si vous avez des contrôles non destructifs de métaux avec les qualifications qui sont longues à obtenir, et c'est aussi, on le retrouve un peu la même chose dans certains aspects de l'aéronautique. Eh bien, si ça prend 3 ans, 5 ans à acquérir l'accréditation pour pouvoir être un contrôleur de tel ou tel type, c'est pas tellement l'argent que ça représente, c'est le temps que ça prend pour accroître les capacités et les capacités dans son organisation. Donc ça aussi, ça peut être une raison pour les identifier comme des moins mauvaises contraintes de capacité. Donc, soit ça coûte très cher et bien sûr, vous voulez pas en acheter 3 quand une suffirait. C'est pour ça que c'est pas ridicule d'avoir comme contrainte, soit à cause de l'inertie que ça représente, parce que ça vous prend longtemps pour rajouter quelqu'un ou rajouter des moyens, à cause des accréditations, formations, etc. Ça peut aussi être quelque chose qui vous orienterait vers un bon goulot ou un moins mauvais goulot. Question suivante. Vous parlez de goulot, de contrôle qualité, pardon, en goulot dans les usines. Est-ce que la qualité peut être un goulot également dans les environnements hors production et notamment projet? Oui, dans les projets, bien sûr. Et je crois que le cas le plus flagrant, c'est dans le domaine de l'IT, des développements de logiciels. Là, c'est criant parce qu'on est au-delà de 75% des cas que nous rencontrons quand on est en développement de logiciels, que ce soit pour une structure dont c'est le métier d'écrire du logiciel ou pour la partie logicielle d'un produit, que ce soit un airbag ou un moteur d'avion, etc. Dans les 3 quarts des cas, c'est le test en fin de compte. C'est pas le contrôle en tant que tel, mais son équivalent, son homonyme dans le domaine de développement logiciel, c'est les tests. Il y a ceux qui produisent le code et une étape de tester le logiciel pour vérifier qu'il n'a pas de bug, pour parler simplement. Et c'est étonnant à quel point c'est répandu que ce soit la contrainte de capacité. Je crains là que ça soit en grande partie tout simplement parce que c'est plus amusant d'écrire du logiciel que de le contrôler. Et donc on trouve plus facilement des candidats et des employés pour écrire, rédiger du code, etc. Que pour le contrôler, qui est nécessairement un peu moins intéressant. Toujours est-il que presque toujours dans le domaine du développement IT, c'est le testing qui est la contrainte de capacité. Et c'est lamentable dans le sens où c'est le pire endroit pour un test quand il est à la fin comme ça. Imaginez-vous, tout le monde cherche à produire un maximum. Hein, pensez aux cuves de Maris Consulting. Donc toute l'entreprise se remplit de projets de développement logiciel. Mais vu que la dernière étape qui teste est le goulot, il n'y a pas grand-chose qui sort et tout le monde va dans tous les sens dans un mouvement brownien spectaculaire et une productivité faible et une qualité faible à la sortie. Très bien. Question suivante. Dans un monde où il y aurait de l'autocontrôle à chaque poste, quel serait le rôle de la qualité? Je vais vous donner l'exemple de Toyota Ona que j'adore. Dans le nord de la France, une voiture toutes les 58 secondes, une Yaris. La qualité est en ppm, je peux pas donner les chiffres, mais tout à fait extraordinaire.
une poignée de ppm, donc de défauts par million d'occurrences. Le contrôle qualité, qu'est-ce qu'il crée des défauts pour s'assurer que les différents opérateurs qui sont en train de faire le contrôle qualité, qui ne sont pas eh bien, ils les détectent correctement. Bref, la qualité et le contrôle qualité devraient être en train d'animer le sujet de la qualité et ne devraient pas juste être en train de trier les pièces bonnes et les mauvaises dans une organisation saine au niveau de la qualité. La qualité devrait être faite par tout le monde et l'autocontrôle devrait être effectivement extrêmement répandu, aussi répandu que possible. Donc, on n'aurait plus beaucoup des défauts que j'ai soulignés dans les cas là, n'auraient jamais existé parce que ça n'aurait pas été un service de contrôle. Les gens se seraient en train de faire l'autocontrôle. J'espère que ça répond à la question. Prochaine question. Quand il s'agit de contrôle dimensionnel conventionnel, le contrôle qualité ne peut être que goulot. Le comparer à une performance machine serait une erreur à mon sens. Comment faut-il raisonner en termes de performance et mesure? Je comprends pas pourquoi il devrait être goulot. Donc peut-être que la personne pourra réagir en complétant son propos, car pour moi, qu'il soit goulot, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans ce webinaire, ça arrive très souvent. Est-ce que c'est inéluctable? Je ne pense pas. On peut s'organiser différemment pour qu'il ne soit pas goulot. Et il ne devrait pas être goulot. Donc, il faut trouver une solution pour que le contrôle dimensionnel ne soit pas goulot. Ça, il faut regarder au cas par cas, c'est difficile de donner une règle générale. Mais il faut éviter que le contrôle soit le goulot. Il y a très peu de cas, ça peut exister, il y a très peu de cas où le contrôle est un contrôle, le contrôle est un goulot légitime, c'est très rare. Ça peut arriver, mais c'est très rare. On a le temps pour une dernière question. Vous dites que vous arrivez à dégoulotter rapidement le contrôle qualité. Ça prend combien de temps et quelle augmentation de débit vous avez en moyenne? Si je prends le premier cas, donc de Safran, 400 personnes, je prends celui-là parce que vous pouvez voir plein de vidéos par les personnes concernées de Safran qui confirment mes propos. On a augmenté le débit en 3 semaines de l'ordre de 40% de cette usine, juste en dégoulottant le contrôle. Après, ça a continué à s'améliorer. Grosso modo, la productivité globale de l'usine était quasiment entre 2 fois et 3 fois supérieure 2 ans plus tard. Donc, il y a eu un électrochoc impressionnant de 40% de plus très rapidement, en quelques semaines. Puis après, un processus d'amélioration continue qui a permis d'aller beaucoup plus loin. Et très souvent, on a ce genre de choses, c'est-à-dire qu'on est à au moins 20% presque immédiatement, une semaine par exemple, 20% de plus, juste en regardant ça de plus près, la focalisation de la théorie des contraintes, au lieu de se disperser sur tous les services de l'usine, on regarde le contrôle. On peut en sortir plus. Le cas de l'horlogerie, là, qui était le deuxième cas présenté, je pense que les résultats étaient quasiment en 24 heures. C'est-à-dire qu'il a suffi de dire à la responsable qualité qui était de surcroît quelqu'un d'embauché récemment, que voilà, elle était VIP, tout ce dont elle avait besoin, on allait lui donner et qu'il fallait absolument qu'on dégoulotte de quoi avait-elle besoin. Et le lendemain, ça débitait 2 fois plus. Et très vite, il n'y avait plus de file d'attente dans son service. Donc ça peut vraiment aller très vite. Après, il y a des cas où ça peut être un peu plus long parce que le contrôle qualité, le nombre de personnes, la technicité de la chose fait que ça va prendre des mois. Dans le contrôle non destructif, dans le contrôle nucléaire, le cas dans le secteur nucléaire, il fallait quand même renforcer les équipes de contrôle avec des certifications difficiles, des personnes qui ne trouvent pas facilement sur le marché du travail. Et donc là, le ramp-up, il a pris plus de temps. On a eu les 20% d'attention managériale, mais après, pour aller au-delà, il fallait recruter des personnes, ça a pris plus de temps. Donc voilà, mais à mon sens, j'espère que ceux qui m'écoutent sont d'accord, c'est quand même des proportions intéressantes. On parle de dizaines de pourcents en l'espace de quelques semaines pour des organisations de centaines de personnes. Donc,
les résultats sont étonnants. Et c'est motivant parce que ça permet ensuite d'entretenir l'ambition de tout le monde, de ne pas s'endormir au volant et de continuer à s'améliorer sur le sujet de la qualité dans son ensemble et pas juste le contrôle. Ok. On est arrivé à l'heure de fin du webinaire. Bon, un mot pour conclure. Un mot pour conclure. Je reprends par ce que j'ai dit au tout début. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que dans la moitié des interventions de Maris Consulting, on a refait les calculs sur les 8 dernières années, le contrôle qualité est la contrainte de capacité, est le goulot, est la chose qui détermine le chiffre d'affaires de la société et bien sûr qui est largement contributrice aussi au problème de respect de délai, par exemple. Donc, si c'est votre cas, et pour la moitié d'entre vous, ça devrait être votre cas, faites quelque chose parce que c'est en train de vous mutiler. C'est pas comme ça qu'on devrait vivre. Ça fait très mal. Et puis on n'arrive plus à faire toutes les belles choses qu'on voulait faire parce qu'on passe son temps à courir après les effets avec des questions stupides. Est-ce que cette pièce qui n'est pas conforme, est-ce qu'on la vend quand même, ce genre de choses. Il faut s'arracher à tout ça. Donc, si le contrôle qualité est votre contrainte de capacité actuellement, faites ce qu'il faut pour qu'elle ne le soit plus. Ça ne devrait pas être très difficile. Et une fois que vous avez fait ça, lancez-vous dans une vraie démarche de qualité dont vous serez fier parce que nous trouvons aussi que ceci est trop rare et pourtant on peut faire avoir des qualités quasiment parfaites. Donc allez-y. Sur ce, je vous dis au revoir, merci et puis j'espère à bientôt.